Elle n'était qu'une officière de passage que personne ne prenait au sérieux, jusqu'à ce que la poutre cède et que 3 hommes s'approchent en souriant. Et soudain, au lieu de s'effondrer, elle a commencé à compter. Les noms, les gestes, les secondes. Les instructeurs ont ri en repartant. C'est alors qu'ils ont commis leur seule vraie erreur, croire qu'elle était leur victime. Ce qui a suivi ne ressemblait à aucune punition connue. C'était chirurgical. Ne partez pas tout de suite. On va ouvrir une porte que certains voulaient garder fermée. Like, abonnez-vous, notification ON et écrivez votre ville/pays en commentaire. Le brouillard arrivait de la baie bien avant l'aube, rampant sur les collines rousses de Pendleton comme une armée sans bruit. Il effaçait les contours, noyait les lampadaires dans des halos jaunâtres, transformait la base en un décor de papier mouillé. C'était le genre de matin où les hommes restaient dans leur baraquement 1 minute de plus, la main sur la cafetière, l'œil vague. Le genre de matin où rien d'important, semblait-il, ne pouvait commencer. Le véhicule banalisé se gara sans bruit à l'entrée du secteur D, phares déjà éteints. La portière s'ouvrit, se referma, de son net, presque discret, que le brouillard absorba aussitôt. Dana Holt posa le pied sur le bitume avec la même économie de geste qu'elle mettait en tout, ni précipitation, ni cérémonie. Sac marin sur l'épaule gauche, dossier plastifié sous le bras droit, elle traversa la zone de contrôle d'un pas régulier, présenta son laissez-passer au planton endormi et entra dans la base comme on entre dans une pièce qu'on a déjà visitée dans ses rêves, sans s'annoncer, sans chercher les regards. Son dossier, à ceux qui avaient tenté de le consulter, ressemblait à un livre dont on aurait arraché les 3/4 des pages, quelques lignes dactylographiées, des noms de théâtres d'opérations réduits à des coordonnées, des évaluations couvertes de mentions noires et définitives. Le commandement central avait scellé le reste avec une signature qui ne s'invitait pas à la discussion. Ce vide administratif aurait pu éveiller la curiosité bienveillante, il n'éveilla que la méfiance. Dans la salle des instructeurs, le café du matin avait la couleur du goudron et le goût du ressentiment. Ils étaient 24 autour de la table en formica, Carver, Pruitt, Delgado et Moss, et la nouvelle avait précédé son arrivée de 48 heures, ce qui était largement suffisant pour que les opinions soient déjà arrêtées. Carver, le premier, avait posé le ton. Sergent-major depuis 11 ans, gaillard taillé dans un bois qui ne pliait pas, il avait parcouru la fiche condensée qu'on leur avait remise avec le même intérêt qu'il accordait aux notices d'entretien des véhicules. Puis il avait reposé le papier, s'était adossé à son siège et avait dit « Trop propre ». 2 mots et le jugement était rendu. Pruitt avait opiné sans même lever les yeux de ses lacets. Delgado avait souri, ce sourire de côté qu'il réservait aux situations qui l'amusaient avant même de se produire. Moss, le plus jeune du groupe, avait gardé le silence, ce qui, dans cet environnement, équivalait à un acquiescement poli. Trop propre. Cela signifiait, dans leur lexique non écrit, quelqu'un qui n'avait pas transpué dans la même boue qu'eux, qui n'avait pas payé son grade en monnaie d'insomnie et de cartilage usé. Une officière sortie d'un couloir feutré, nourri de rapports et de procédures, qui allait leur enseigner comment former des hommes, à eux, qui faisaient un ça depuis que cette femme apprenait encore à plier une tenue réglementaire. Le briefing se tint à 9 heures dans la salle de commandement au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Le colonel Yarborough présidait, assisté de 2 adjoints dont les visages exprimaient un enthousiasme soigneusement modéré. Il parla 5 minutes, pas davantage, affectation provisoire, mission d'évaluation des protocoles d'instruction, durée indéterminée, coopération attendue de tous. 5 phrases en réalité. L'accueil d'un homme qui signe un bon de commande et passe à autre chose. Dana écouta sans prendre de notes. Elle regardait la salle, non les murs. Les instructeurs alignés en 2 rangs informels, les bras croisés pour certains, les mâchoires légèrement serrées pour d'autres. Elle lisait les corps comme d'autres lisent les journaux, vite avec méthode, en notant ce qui ne colle pas. Carver était au 3e rang, légèrement sur la gauche. Quand Yarborough prononça son nom à elle, commandant Holt prendra en charge les rotations du secteur Est dès demain matin. Quelque chose traversa le visage de Carver. Pas de la colère, pas encore, plutôt le genre de calcul silencieux qu'on voit aux joueurs d'échecs lorsqu'ils aperçoivent tenant une pièce adverse avancer là où ils ne l'attendaient pas un pas. Il la fixa une demi-seconde de trop. Dana le nota sans le montrer. À 11 heures, pendant que les autres instructeurs regagnaient leur poste ou s'attardaient à la machine à café, Dana récupéra un plan du secteur est au bureau logistique et disparut. Seule, elle marcha le long du parcours pendant 2 heures, par le détail et contre le sens habituel de circulation. À rebours, comme on relit un texte pour en traquer les fautes.
Elle s'agenouilla devant chaque capteur de chronométrage pour vérifier l'angle de lecture, la propreté des lentilles, l'état des fixations. Elle testa chaque boulon des structures métalliques en appliquant son poids latéralement, une main à plat, l'oreille attentive au son que rend le métal sain et à celui qu'il rend quand quelque chose a bougé. Elle repéra 3 angles morts dans le système de surveillance, zone que les caméras ne couvraient non pas, que les rondes ne traversaient non pas, que personne n'avait jugé utile de signaler parce que personne ne les avait cherchés. Elle les nota dans un carnet à couverture grise, à l'encre sans abréviation. Personne ne la regarda faire, ce qui l'arrangeait. Le soleil avait commencé à percer le brouillard, timidement lorsqu'elle termina sa tournée. À quelques centaines de mètres dans l'ombre fraîche du bâtiment des vestiaires, 2 silhouettes Cantus s'étaient arrêtées près des casiers son métalliques. Carver parlait span bas, les épaules légèrement rentrées, la tête inclinée vers Prouat qui l'écoutait, les bras croisés. La phrase qu'il prononça était simple. Elle ne portait ni haine explosive ni rage visible. Juste la certitude froide d'un homme qui croit savoir exactement où se trouvent les limites des autres. « Roman Saint-Nom, on va tester cette théorie demain. » Pruitt ne répondit pas. Il sourit et referma son casier avec un claquement sec qui résonna brièvement sous les néons. Dana, de l'autre côté du grillage, ne les entendit pas. Mais quelque chose dans l'air de Pendleton avait changé depuis le matin. Une pression imperceptible, comme avant l'orage, quand les oiseaux se taisent sans qu'on sache encore pourquoi. Le soleil de 6 heures n'avait pas encore de chaleur, mais il avait de la lumière, une lumière blanche sans indulgence qui tombait à plat sur le sable et ne laissait aucune ombre où se cacher. 50 recrues en tenue de combat formaient 3 rangs sur la plage du secteur Est, les yeux dans le vague de ceux qui n'ont pas encore compris dans quelle journée ils venaient d'entrer. Dana arriva sans annonce, sans escorte, sans ce petit retard calculé que certains officiers s'autorisent donc pour faire sentir leur rang avant même d'ouvrir la bouche. Elle était là, simplement, comme si elle avait toujours été là. Chronomètre au poignet, carnet dans la poche gauche, les mains libres. Elle promena son regard sur les 3 rangs avec la lenteur méthodique d'un douanier expérimenté, pas pour intimider, mais pour voir. Elle parla peu. Les consignes étaient arrêtées brèves, précises, sans fioritures, distance, charge, cadence, critères d'évaluation. Sa voix portait sans effort, avec cette qualité particulière des gens qui ont appris à se faire entendre dans le vent et dans le bruit sans jamais hausser le ton. Les recrues l'écoutèrent, ce qui, en soi, était déjà une information. Les instructeurs observaient Beau depuis la dune à une dizaine de mètres. Carver se tenait légèrement en avant des autres, les pouces glissés dans la ceinture, une expression qui oscillait entre l'ennui affiché et quelque chose de plus acéré. Il attendait, on le voyait attendre. Ce fut au 3e exercice qu'il frappa. Dana venait de corriger la posture d'un recrue en lui plaçant brièvement la main sur l'épaule, geste neutre, professionnel, quand la voix de Carver traversa le vent avec la précision d'un couteau lancé de loin. « C'est un cours de yoga, commandant, où on est encore à Pendleton. » Le rire fut bref, nerveux, le genre de rire qui n'est moins de la drôlerie que du soulagement de ne pas être la cible. 50 visages cherchèrent instantanément la réaction de Dana. Elle ne la leur donna pas tout de suite. Elle finit de corriger la posture, fit un pas en arrière, consulta son chronomètre avec la tranquillité d'une femme qui vérifie l'heure d'un train, puis elle se retourna vers Carver. « Oh, c'est ça le... » Sergent-major Carver. Elle n'éleva pas la voix. « Puisque le rythme vous semble insuffisant, vous allez nous le démontrer. 10 tours de parcours, sac lesté 20 kilos, toute recrue qui abandonne sera escortée par vous jusqu'à la ligne d'arrivée, personnellement. » Un silence de carrière militaire s'abattit sur la plage. Ce n'était pas une punition spectaculaire. C'était pire, c'était du protocole pur, formulé dans les termes mêmes du règlement d'instruction qu'il connaissait par cœur. Elle ne l'avait pas humilié. Elle lui avait rendu la monnaie de sa propre logique. Il ne pouvait pas refuser sans se contredire lui-même devant 50 témoins. Il ne pouvait pas se plaindre sans admettre que sa provocation méritait une réponse. Il prit le sac, il fit les 10 tours. 2 recrues abandonnèrent, il les escorta, le visage fermé comme une porte condamnée. Dana chronométra sans commenter. Quand ce fut terminé, elle nota les temps dans son carnet et passa à l'exercice suivant comme si de rien n'était. Dans le sable et la lumière de ce matin-là, une image lui était remontée, fugace et précise comme le font les souvenirs qui ont attendu longtemps. Des années plus tôt, dans une autre chaleur, sèche celle-là, minérale, une chaleur qui fendait les lèvres et craquelait la terre. Une mission interarmée dans une zone que les cartes n'aimaient pas nommer.
Elle était jeune officière, trop confiante dans les galons des autres, et elle avait cru que l'uniforme suffisait à garantir l'alignement. Elle avait appris ce jour-là, dans la poussière, avec 3 blessés et un ordre qui n'était jamais venu, que la trahison ne se déguise pas toujours en ennemi. Parfois, elle porte les mêmes insignes que vous. Parfois, elle vous regarde dans les yeux au briefing du matin et vous abandonne à l'heure exacte où vous avez besoin d'elle. Elle n'avait plus jamais regardé un uniforme de la même façon. Le soir tomba sur Pendleton dans des teintes d'ocre et de métal. Dans le couloir des vestiaires, Carver s'essuya le visage avec une serviette grise et dit à Pruitt, d'une voix qui n'avait plus rien de la raillerie du matin, quelque chose de plus bas et de plus dur. « On va lui rappeler que c'est pas un boulot de laboratoire. » Pruitt décrocha sa veste sans répondre. Il n'en avait pas besoin. Entre eux, les silences avaient depuis longtemps la valeur des signatures. La salle des instructeurs sentait le café brûlé et la poussière chaude des néons. 2 tubes fluorescents sur 3 fonctionnaient correctement. Le 3e grésillait par intermittence, projetant sur les visages une lumière qui hésitait entre le présent et l'absence. Carver avait attendu que Delgado et Moss soient partis. Il ne restait que Pruitt et Beckett, le premier adossé au mur, bras croisés, le second assis en bout de table avec la raideur d'un homme convoqué sans savoir pourquoi. Carver ne s'assit pas. Il parla debout, les paumes à plat sur la table, comme s'il tenait un territoire. Le plan était simple dans sa mécanique, ce qui le rendait d'autant plus dangereux. La simulation nocturne 3B était programmée pour dans 48 heures, exercice standard, tour de filet, montée en charge avec équipement complet. Carver connaissait le parcours dans ses moindres soudures. La poutre transversale du niveau 3, côté est, reposait sur un assemblage à emboîtement que personne n'inspectait jamais par le dessous. Une vis sectionnée aux 2 tiers, correctement repositionnée, tiendrait à vide mais céderait sous le poids d'un corps en mouvement. Pas une chute mortelle, il le précisa avec le ton de quelqu'un qui tient à ce distinguo. Juste suffisante pour faire comprendre à cette officière que le terrain n'était pas une salle de conférence. Pruitt ne dit rien. Il avait la patience des gens qui ont depuis longtemps délégué leur conscience. Beckett, lui, bougea sur sa chaise. 26 ans, stagiaire en fin de cycle, un avenir dans l'institution s'il ne commettait pas d'erreur majeure. Il avait les mains posées sur les genoux et les regardait comme si elles pouvaient lui souffler une réponse. Je ne sais pas si... Carver l'interrompit sans brutalité, ce qui était plus efficace que la brutalité. Elle ne respectera personne sans l'avoir mérité. C'est comme ça que ça marche ici. Tu le sais, on le sait tous. La phrase avait cette qualité particulière des arguments qui ne sont pas vrais mais qui sonnent vrais parce qu'ils empruntent le vocabulaire de ce en quoi on croit déjà. Beckett avait grandi dans ce milieu, nourri de cette logique. Le respect se gagne dans la boue, pas dans les rapports. Il savait que c'était une manipulation. Il ne savait pas encore que savoir ne suffit pas toujours à résister. Il hocha la tête, lentement, sans croiser le regard de Carver. À 200 mètres de là, dans l'atelier de maintenance ouvert sur le parcours Est, Elias Okafor rangeait ses outils avec la méthode d'un homme qui ne range jamais 2 fois la même chose à des endroits différents. Chef de maintenance depuis 7 ans, il connaissait chaque structure métallique du parcours avec la familiarité d'un horloger pour ses mécanismes. Il savait ce qui vieillissait bien, ce qui demandait de l'attention, ce qui pouvait tromper un œil non averti. Il avait ses tournées, ses relevés, ses carnets à lui, couverts d'une écriture serrée et régulière. Ce soir-là, il vérifia la tour de filet jusqu'au niveau 2, s'arrêta pour répondre à un appel radio concernant un générateur défaillant dans le secteur ouest, et ne remonta pas au niveau 3. Un hasard d'agenda, rien de plus. Il ne savait rien encore. Dans quelques heures, ce détail aurait à son importance. Dans ces quartiers, Dana était assise à la table étroite sous la fenêtre, un carnet à couverture grise ouvert devant elle. Pas le carnet du parcours, l'autre. Plus vieux, les pages gondolées par une humidité ancienne, l'encre par endroits à peine lisible. Des notes d'une autre époque, d'une autre géographie. Des noms pour certains, barrés d'un trait unique et définitif, non par rancœur, mais par clôture, comme on tire un trait sous une colonne de chiffres vérifiés. Des schémas de circulation dans des bâtiments qui n'existaient en peut-être plus. Et sur la dernière page utilisée, 3 lignes qu'elle avait écrites pour elle seule, dans une période où elle avait dû se reconstruire un cadre de conduite depuis le sol. Observer, retenir, ne jamais frapper la première. Ce n'était pas de la passivité. Elle le savait et quiconque l'aurait cru passif aurait commis l'erreur la plus coûteuse de sa carrière. C'était de la géométrie. Celui qui frappe le premier révèle sa position, sa peur, ses limites. Celui qui attend laisse l'autre construire sa propre défaite.
Elle referma le carnet, éteignit la lampe de bureau et alla se placer devant la fenêtre. Dehors, les projecteurs du parcours venaient de s'allumer pour les vérifications de nuit. Cônes de lumière blanche qui découpaient la main l'obscurité en territoire net. La tour de filet se dressait à l'est, ses barreaux métalliques brillant froidement dans les faisceaux. Quelque part sur cette structure, à une hauteur que personne n'allait vérifier ce soir, une vis tenait encore. Pour combien de temps, elle ne le savait pas. Mais le silence autour d'elle avait la texture particulière des nuits où quelque chose a déjà été décidé sans que tout le monde soit au courant. Le piège était en place. Elle dormit 3 heures, pas davantage, et ce sommeil-là, bref et sans rêve, était lui aussi une forme de discipline. Les générateurs s'allumèrent à 22 heures, avec ce grondement sourd et régulier qui transforme une base militaire nocturne en quelque chose d'industriel, de presque menaçant. Les projecteurs inondèrent sur le parcours d'une lumière blanche et froide qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté, chaque relief se découpait avec une netteté chirurgicale, chaque ombre se réfugiait exactement là où la lumière ne pouvait pas la poursuivre. Les recrues étaient alignés en 2 colonnes, équipement complet, la respiration légèrement trop rapide de ceux qui savent qu'ils vont être évalués dans le noir. Dana les parcourut du regard une dernière fois, vérifia 2 fixations de harnais d'un geste précis, puis se plaça en tête de la première colonne sans commentaire. La simulation 3B prévoyait que l'officier responsable monte en premier. Posait le rythme, évaluait les conditions réelles avant d'envoyer les hommes. C'était le protocole. Elle l'appliqua. La tour de filet s'élevait à 14 mètres. Les barreaux étaient ôtés froids sous les paumes, le métal rendu légèrement glissant par l'humidité de la baie. Dana montait avec régularité, sans précipitation, testant chaque appui avant d'y transférer son poids, une habitude si ancienne qu'elle ne relevait plus du Conscius. Premier niveau, deuxième. Le sol s'éloignait, les projecteurs redessinaient. Le monde en noir et blanc absolu. Elle atteignit le 3e niveau et posa le pied sur la poutre transversale côté est. Ce qui se passa ensuite dura moins d'1 seconde et se décomposa dans sa mémoire en images distinctes, comme les photogrammes d'une pellicule ralentie. La résistance du métal qui cède sous elle, non pas brutalement, mais avec cette hésitation terrible d'une structure qui capitule par degrés, son poids qui bascule, ses mains qui cherchent et ne trouvent pas. Le sol qui monte vers elle à une vitesse que le corps ne négocie pas, que le cerveau enregistre sans pouvoir intervenir. 6 pieds. L'épaule gauche frappa la première, puis la hanche, puis le reste. Le choc remonta le long de sa colonne vertébrale comme une décharge électrique, lui arracha le souffle d'un seul coup, trancha net le monde sonore pendant 2 secondes pleines. Sa vision devint blanche, pas d'obscurité, mais cette blancheur aveuglante qui précède parfois la douleur quand elle est suffisamment brutale pour court-circuiter tout le reste. Elle ne cria pas. Ce n'était pas du stoïcisme performatif, c'était plus ancien que ça, plus enfoui. Un réflexe forgé dans des conditions où crier signifiait donner sa position, où la douleur était une information à traiter et non une émotion à exprimer. Ils arrivèrent vite. Trop vite aurait remarqué quelqu'un qui regardait avec les bons yeux. Carver en tête, Bright 2 pas derrière, et Beckett à la périphérie du cercle qui se formait autour d'elle. Des voix, des mots de circonstance. « Commandant, vous m'entendez, restez immobile. » Prononcé avec le ton juste, ni trop chaud, ni trop froid, le ton de ceux qui ont répété. Le coude de Carver lui atteignit les côtes sous couvert de l'aider à se redresser. Précis, bref, administré dans l'angle mort d'un projecteur. Elle encaissa sans bruit, les mâchoires serrées. Le croche-pied de Pruitt vint ensuite, déguisé en maladresse, quand elle tenta de prendre appui pour se relever. Son genou heurta le sol une seconde fois, et la douleur dans l'épaule se propagea en vagues jusqu'à la nuque. Beckett n'avait pas bougé. Il se tenait à 3 mètres, les bras le long du corps, et regardait sans regarder. Les yeux ouverts mais dirigés quelque part entre les protagonistes et le sol, dans ce no man's land, du regard où les gens se réfugient quand ils ne peuvent ni agir ni partir. Dana se releva. Ce fut à ce moment, en cherchant sa stabilité, que son regard remonta vers le sommet de la tour, par réflexe d'analyse, parce que c'est toujours là qu'elle regardait après une chute, pour comprendre ce qui avait failli. Et elle le vit. Un boîtier métallique gris sombre, fixé à l'angle supérieur de la structure côté nord. Le capteur de maintenance d'Okafor. Infrarouge, autonome, enregistrement continu par cycle de 20 minutes. Ils ne l'avaient pas vu. Ou ils avaient oublié qu'il existait. Elle détourna les yeux immédiatement, sans marquer de pause, sans que son visage trahisse la moindre modification. Elle se contenta de se tenir debout, l'épaule disloquée ou presque,
et de regarder Carver avec une expression qui ne donnait en rien. Il rit, un rire bref, destiné à Pruitt davantage qu'à elle, le rire de deux hommes qui partagent une blague que la victime ne comprend pas encore. Ils repartirent vers le bâtiment principal avec la démarche de ceux qui estiment avoir réglé quelque chose. Ce qu'ils ne virent pas parce qu'ils ne regardaient un peu déjà plus, ses yeux qui travaillaient, qui enregistraient en l'angle du coude, la trajectoire du pied, la position respective des trois corps au moment des coups, le temps écoulé entre la chute et leur arrivée. Trop court, beaucoup trop court. Chaque détail prenait sa place dans un ordre précis, se gravait avec la permanence des choses qui ne s'effacent plus. Le capteur avait tourné 13 minutes. C'était amplement suffisant. Les projecteurs s'éteignirent à minuit moins 10, par séquence, comme des phrases qu'on interrompt une à une. Le parcours retrouva son obscurité naturelle, celle de la baie, légèrement brumeuse, blessillante, traversée par le halo lointain des hangars. Dana attendit encore 20 minutes, assise sur un plot de béton à l'entrée du secteur Est, la lampe torche éteinte sur les genoux. Elle attendit que les derniers rebruits de pas s'éloignent, que les portes cessent de claquer, que Pendleton glisse dans ce silence de fond particulier aux bases militaires la nuit, jamais tout à fait silencieux, mais assourdi, habité seulement par les rondes et les générateurs de veille. Puis elle se leva et retourna vers la tour. Elle progressa lentement, la lampe orientée vers le sol pour ne pas se signaler de loin. L'épaule protestait à chaque mouvement du bras, une douleur précise, localisée, le genre qu'on apprend à mettre entre parenthèses. Elle monta jusqu'au 3e niveau avec précaution, en testant chaque barreau, et s'agenouilla à l'endroit exact où la poutre avait cédé. La vis était encore là, replacée dans son logement en apparence correcte. Mais elle la sortit avec les doigts. Elle vint sans résistance, ce qui était déjà une réponse, et l'examina sous la lampe. La coupe était nette, régulière, faite à l'outil et non par fatigue du métal. Une section aux 2/3 du filetage, proprement exécutée, laissant assez de matière pour que la vis tienne au regard, mais pas sous la charge. Un travail précis, un travail préparé. Elle la glissa dans la poche intérieure de sa veste, referma le zip et redescendit. Dans ses quartiers, elle alluma la lampe de bureau, tira les rideaux et s'assit sur le bord du lit. Elle retira sa veste avec lenteur, fit passer le col au-dessus de l'épaule gauche avec la prudence d'un geste qu'on ne peut pas se permettre de rater. Dans le miroir étroit fixé à la porte de l'armoire, elle vit l'hématome, violet sombre, déjà large comme une main ouverte, qui montait de l'épaule vers le haut de l'omoplate et mordait sur la clavicule. Elle l'observa 2 secondes, pas davantage, avec le détachement d'un médecin qui évalue sans se laisser distraire. Elle prit la poche de glace dans la trousse de secours, l'enveloppa dans une chaussette propre, la cala contre l'épaule, puis elle sortit son téléphone, ouvrit l'application d'enregistrement vocal et parla à voix basse, posément, comme on dicte un rapport, nom d'abord. Carver, Pruitt, Breckett. Mobile ensuite, hiérarchique pour Carver, grégaire pour Pruitt, opportuniste et craintif pour Breckett. Le schéma enfin, préparation du sabotage, exécution concertée, faux secours couvrant les coups réels, 3 rôles distincts, un seul cerveau organisateur. Elle nota les angles, les temps, les positions. Elle décrivit le coude, le croche-pied, le regard de Breckett planté dans le sol. Elle mentionna la vis, la coupe nette, les 13 minutes du capteur infrarouge qu'il n'avait pas pensé à neutraliser. Quand elle eut fini, elle réécouta l'enregistrement une fois, corrigea 2 imprécisions et le sauvegardit sous un nom de fichier codé qu'elle seule pouvait déchiffrer. C'est alors que le souvenir remonta, sans prévenir, comme ils font toujours, par association de quelque chose dans l'air ou la lumière ou l'odeur du métal froid. Une autre nuit, des années plus tôt. Une mission interarmée dans une région dont le nom n'apparaissait pas dans les comptes rendus officiels. Elle avait signalé une faille dans le dispositif, une faille réelle, documentée, qui relevait d'une erreur de commandement de son supérieur direct. 48 heures plus tard, le rapport avait disparu, remplacé par un autre portant sa propre signature qu'elle n'avait jamais rédigée. Quand la commission d'enquête s'était réunie, 3 semaines après l'incident, elle s'était retrouvée seule face à des questions auxquelles les réponses honnêtes l'incriminaient et les réponses mensongères la sauvaient sans. Son supérieur avait été muté avec promotion. Elle avait passé 8 mois à reconstruire sa crédibilité depuis le fond. C'est là, dans une salle d'audition qui sentait la moquette synthétique et le café en poudre, qu'elle avait compris la règle fondamentale. Ne jamais se battre sur un terrain où ils peuvent effacer les traces. Choisir le sien. Préparer le sol avant d'y poser un seul pied. Elle se leva, alla jusqu'au miroir et regarda ce qu'il y avait à regarder.
l'hématome laid, la clavicule saillante, la fatigue dans les traits, et les yeux pareils à ce qu'ils avaient toujours été, ni abattus ni enflammés, simplement présents, attentifs, en train de travailler. Elle dit la phrase à voix basse, non pour se donner du courage, elle n'en avait pas besoin, mais parce que certaines vérités méritent d'être prononcées, ne serait-ce qu'une fois, dans le silence d'une chambre où personne ne peut les retourner contre vous. Ils croient que je suis leur leçon. Ils viennent de devenir la mienne. Pendleton dormait. Les rondes tournaient leur chemin routinier. Dans les baraquements, 50 recrues récupéraient lors de leur nuit d'exercice. Dana reprit son carnet, ouvrit une page vierge et commença à écrire. Pas des souvenirs cette fois, des étapes, un ordre, une architecture. Elle planifiait, et cette nuit-là, l'insomnie n'était pas une souffrance. C'était un outil. Le soleil se leva sur Pendleton avec une indifférence magnifique, comme tous les matins, comme si la nuit précédente n'avait laissé aucune marque dans l'air. Dana traversa la cour principale à 6h45, tenue impeccable, pas régulier, l'épaule gauche tenue avec une légère rigidité que seul un œil entraîné aurait pu détecter, et qu'elle compensait avec suffisamment d'habileté pour que cet œil doutât lui-même de ce qu'il voyait. Elle salua deux recrues qui passaient au trot, répondit d'un signe bref à un instructeur qui lui ouvrait la porte du bâtiment administratif, et entra dans sa journée comme on entre dans un travail qu'on a préparé longtemps. Ceux qui l'avaient vu la veille, au soir, cherchèrent sur son visage les traces attendues. La raideur du choc, la prudence de qui a reçu un avertissement. Ils ne trouvèrent rien de tel. Ce qu'ils trouvèrent, sans pouvoir l'identifier clairement, était presque son contraire. Quelque chose de plus net, de plus acéré, comme une lame qu'on aurait repassée dans la nuit. Elle se rendit au bureau de maintenance à 7h avant que la plupart des responsables de secteur n'aient terminé leur premier café. Okafor était déjà là, naturellement, il était toujours là avant les autres. C'était une de ces choses qu'on savait sur lui sans qu'il l'ait jamais annoncé. Il leva les yeux de son relevé journalier quand elle entra, et quelque chose dans sa façon de poser son stylo indiqua qu'il n'était pas entièrement surpris de cette visite. Dana n'expliqua rien. Elle posa simplement sur le bureau, devant lui, le numéro de référence de la tour de filet, secteur Est, niveau 3, et demanda à consulter le journal d'accès des 48 dernières heures. Okafor tapa la séquence sur son terminal sans commentaire. L'écran afficha ce qu'elle savait qu'il afficherait, une dérogation de procédure signée sous l'identifiant de Carver, autorisant une inspection non planifiée la veille en début de soirée. Et, 10 minutes plus tard dans le journal, le verrou de sécurité de la plateforme niveau 3 désengagé depuis le panneau secondaire, panneau auquel Pruitt avait accès par sa fonction de superviseur de cycle. Okafor lut, il relut. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il fit pivoter lentement son siège vers Dana et la regarda avec l'expression d'un homme qui vient de comprendre quelque chose qu'il aurait préféré ne pas comprendre. Non par lâcheté, mais parce que certaines vérités changent la forme du monde autour d'elle et qu'on ne peut plus faire semblant de l'ignorer ensuite. Elle soutint son regard. Il hocha la tête, une fois, brièvement. Elle récupéra la feuille de référence, le remercia d'un mot et sortit. Le hub opérationnel était désert à 7h. Dana s'installa au terminal de maintenance secondaire avec son code d'accès d'évaluatrice, navigua jusqu'au répertoire des capteurs du parcours Est et localisa le fichier du boîtier infrarouge de la tour. 13 minutes et 40 secondes d'enregistrement, horodaté, en format brut. Elle les fit défiler sur l'écran de contrôle. 3 silhouettes adultes en imagerie thermique, se déplaçant vers une quatrième au sol, convergence nette, geste précis dans leur intention même floutée par la résolution. On ne voyait pas les visages, on voyait tout le reste. Elle exporta le fichier sur une clé cryptée, effaça sa trace d'accès dans le journal système, non par dissimulation mais par méthode. Ce dossier se construirait dans l'ordre qu'elle avait choisi, pas dans celui que le hasard d'une consultation matinale risquait d'imposer. Elle quitta le hub à 8h20. Au réfectoire, l'ambiance avait cette légèreté particulière des lendemains où certains hommes estiment avoir résolu un problème. Carver occupait le centre d'une table avec la décontraction d'un homme dont les épaules se sont abaissées de 2 cm. Pruitt mangeait de bon appétit, échangeait quelques mots avec Delgado, riait à quelque chose que Dana n'entendit pas en traversant la salle. Leur victoire supposée avait la saveur des choses simples. Ils avaient entapé, elle était tombée, le message était passé. L'affaire était classée dans leur esprit avant même d'avoir commencé dans le sien. Brickett était assis seul, en bout de table, son plateau intact devant lui. Le café refroidissait.
Il regardait ses mains, ou peut-être le plateau, ou peut-être rien. Cet endroit intermédiaire où le regard se pose quand la pensée tourne en boucle sur elle-même. Il ne mangea pas. Dana ne s'arrêta pas à leur table. Elle traversa le réfectoire sans détour, prit un café au comptoir, échangea 3 phrases techniques avec un instructeur de parcours aquatique et ressortit. Propre, normal, invisible, dans sa normalité même. À 9 heures, elle entra dans la salle de coordination principale et s'approcha du tableau blanc mural où s'affichaient les ordres du jour et les plannings de rotation. D'une écriture nette et verticale, elle inscrivit en caractères lisibles de l'autre bout de la salle « Évaluation, simulation 3B, audit terrain, 16 heures », puis elle y accrocha l'ordre de convocation signé de son code d'évaluatrice en bonne et due forme avec la liste nominative des personnels concernés. Carver, Pruitt, Breckett figuraient sur la liste. Elle recapuchonna le marqueur, le posa sur le rebord du tableau et s'éloigna sans regarder en arrière. Derrière elle, le piège qu'on avait tendu contre elle venait silencieusement de changer de direction, comme ces mécanismes d'horlogerie dont Okafor aurait dit qu'une fois remontés dans le bon sens, ils n'ont plus qu'à suivre leur course. La nouvelle se répandit dans la matinée par ce mécanisme propre aux bases militaires où l'information circule plus vite que les ordres officiels, de couloir en réfectoire, de vestiaire en salle de briefing, portés par des demi-phrases et des regards en coin. Une évaluation surprise. Simulation 3B, audit terrain, 16 heures. Ce qui troublait n'était pas l'évaluation en elle-même. Les audits faisaient en partie du fonctionnement ordinaire. C'était le timing, la signature, la liste de convocation. C'était le fait que Carver, à qui on posait la question, répondait avec une désinvolture légèrement trop travaillée. C'était Pruitt qui avait changé 2 fois de couloir entre le réfectoire et l'armurerie. C'était Breckett, aperçu derrière la fenêtre de la salle de repos, assis face au mur, immobile. Quelque chose sonnait faux. Pas un son précis, pas un incident localisable, mais cette vibration dans l'air que les soldats apprennent à reconnaître avant même de savoir la nommer. Plusieurs instructeurs consultèrent le tableau blanc une 2e fois, comme si les mots pouvaient en avoir changé entre 2 lectures. Ils n'avaient pas changé. 16 heures, noms en clair, ordre signé. Okafor passa la matinée dans son atelier sans parler à personne, ses relevés ouverts devant lui, son stylo posé dessus sans qu'il y touchât. À 15h45, la camionnette de commandement se gara au bord du parcours Est, avec la discrétion d'un élément qui a reçu instruction de ne pas se faire remarquer et qui, de ce fait, se remarque immédiatement. 2 techniciens en descendirent, déployèrent un écran de projection mobile et une unité de traitement connectée au réseau interne de la base. Des chaises pliantées furent disposées en arc devant l'écran. Personne n'avait officiellement convoqué les recrues, mais elles étaient là, une 50aine massées à la périphérie avec la curiosité tendue de ceux qui sentent qu'ils vont assister à quelque chose dont on parlera longtemps. Dana arriva à 16 heures, précise. Pas de cortège, pas d'assistant, pas de préambule. Une femme seule avec une tablette sous le bras et une épaule gauche qui n'autorisait pas tous les mouvements, ce que seul un regard attentif pouvait déceler à la légère asymétrie de sa démarche. Elle portait cela comme elle portait tout le reste, sans le montrer, sans le cacher. Carver, Pruitt et Breckett étaient déjà en position, alignés à 3 mètres de l'écran comme on se place quand on ne sait pas encore exactement ce qu'on attend de vous, mais qu'on préfère avoir l'air d'avoir choisi son endroit. Carver avait les bras croisés. Pruitt regardait devant lui avec l'expression neutre des gens qui se sont préparés à plusieurs versions de ce qui allait se passer. Breckett avait les mains dans les poches et l'estomac de quelqu'un qui n'a rien mangé depuis la veille. Dana posa sa tablette sur la table technique, échangea 4 mots avec un des techniciens et l'écran s'alluma. Ce qui apparut n'était pas spectaculaire dans sa forme. Un schéma du parcours, propre, technique, avec les niveaux numérotés et les positions de capteurs indiquées. Puis, les horodatage, colonne par colonne, correspondant aux accès enregistrés dans le journal de maintenance. Puis, sur fond blanc, 3 noms qui s'affichèrent en rouge l'un après l'autre avec leur identifiant numérique, leur code d'accès, leur heure de connexion au système. Carver se figea. Ce n'était pas la pétrification de la surprise, c'était celle de la reconnaissance, plus froide, plus définitive, le moment où un homme comprend que ce qu'il croyait invisible a laissé des empreintes partout. Pruitt blêmit. La couleur quitta son visage par étapes, comme une lumière qu'on baisse lentement sur un gradateur. Il était encore là, présent, debout. Mais quelque chose en lui venait de s'éteindre. Breckett ferma les yeux une demi-seconde. Une demi-seconde seulement, mais suffisante.
Dans les rangs des spectateurs, des uniformes plus galonnés avaient en fait leur apparition silencieusement, par petits groupes, officiers supérieurs venus en voisin, puis restés. Un homme en civil que plusieurs reconnaissaient comme appartenant au bureau de l'aide juridique de la base. 2 témoins en tenue neutre, bloc-notes à la main. La scène avait cessé d'être une évaluation de routine pour devenir autre chose, plus grave dans sa forme, plus irréversible dans ses implications, et tout le monde autour le sentait sans qu'un seul mot officiel l'ait encore formulé. Dana attendit que le silence soit complet. Il le fut. Elle dit une seule phrase, de la même voix qu'elle utilisait pour donner les distances d'un parcours ou corriger une position de tir, ni dramatique ni froide, simplement nette. « Vous allez maintenant refaire l'exercice tel que vous l'avez exécuté cette nuit-là. » Personne ne bougea. Carver ouvrit légèrement la bouche, la referma. Autour d'eux, le cercle des témoins s'était imperceptiblement resserré. Dana laissa passer 5 secondes, puis ajouta, sans quitter l'écran des yeux, « Les journaux ne mentent pas, et votre prochain geste non plus. » Ce fut le silence qui répondit, un silence épais, habité, qui pesait différemment sur chacun des 3 hommes alignés. Pour Carver, il avait le goût du piège qui se referme. Pour Beckett, celui d'une décision qu'il n'avait plus le luxe de remettre à plus tard. Et pour tous ceux qui regardaient, ce silence-là parlait avec une clarté que n'aurait égalé aucun réquisitoire, aucune démonstration, aucun cri. Il disait simplement « c'est fini ». Et tout le monde l'entendit. La salle de débriefing du bâtiment administratif principal n'avait jamais été conçue pour le confort. 4 murs couleur de ciment, une table rectangulaire sous un éclairage plafonnier qui ne flattait personne, des chaises en métal dont les pieds raclèrent le sol à chaque mouvement. Un endroit fonctionnel, délibérément neutre, qui n'invitait ni à s'attarder, ni à s'illusionner sur la nature de ce qui s'y disait. Le capitaine Stanton présidait en bout de table avec cette qualité particulière des officiers supérieurs expérimentés. Une immobilité qui n'était pas de l'inertie, mais de la concentration. Le calme de ceux qui ont appris à laisser les faits parler avant d'ouvrir la bouche. Devant lui, les documents étaient bon disposés en ordre précis. Journal d'accès de maintenance, relevé des dérogations, fichier infrarouge converti en captures imprimées, rapport technique d'Okafor sur l'état de la vis sectionnée. Il les avait lus. Il ne les relirait pas. Il n'en avait pas besoin. Carver, Pruitt et Beckett étaient assis du même côté de la table, séparés par des espaces suffisants pour signifier qu'on ne les considérait pas comme un bloc solidaire, mais comme 3 individualités dont les responsabilités seraient pesées séparément. Carver avait les avant-bras sur la table, les mains croisées, la mâchoire serrée avec la tension d'un homme qui a décidé de tenir une position même quand le terrain s'est dérobé sous ses pieds. Pruitt regardait le mur avec l'expression de qui a déjà calculé les issues et n'en a trouvé aucune satisfaisante. Beckett, les yeux baissés, respirait trop régulièrement, cette régularité forcée qui trahit davantage qu'une agitation visible. La porte s'ouvrit sans qu'on l'ait annoncé. Dana entra, posa un dossier sur la table d'un geste glissé, précis, qui évitait tout théâtralisme et s'assit sur le côté, légèrement en retrait, ni au centre ni à la périphérie, à l'endroit exact où l'on voit tout, sans s'imposer comme protagoniste. Le dossier contenait le rapport médical établi dans la nuit par l'infirmerie de permanence, 2 photographies de l'hématome prises sous éclairage standardisé et la chronologie complète des événements, horodatée à la minute. Elle n'avait pas eu besoin d'expliquer sa démarche à l'infirmier de garde. Elle s'était présentée, avait exposé les faits et il avait fait son travail. Stanton ouvrit le dossier, le parcourut sans hâte. Quand il le referma, il leva les yeux vers les 3 hommes avec une expression qui n'était ni de la colère ni de la déception. Quelque chose de plus administratif, de plus définitif. Ce fut Carver qui parla le premier, parce que le silence lui coûtait plus qu'à ses 2 compagnons, et parce qu'il avait toujours cru que l'offensive était une posture défendable, même quand le terrain était perdu. Elle l'avait cherché. La phrase tomba dans la salle comme un objet qu'on lâche en espérant qu'il produira un effet, et qui produit seulement le bruit de sa propre chute. Stanton ne bougea pas. Il attendit une demi-seconde, puis demanda, avec la neutralité d'un homme qui pose une question dont il veut la réponse exacte, « C'est votre déclaration ?» Carver ouvrit la bouche, la referma. Quelque chose dans le ton de Stanton, non pas menaçant, simplement d'une précision absolue, lui avait signifié que poursuivre dans cette direction reviendrait à signer lui-même l'acte qui le condamnerait. Il se tut. Beckett, à ce moment, releva la tête. Il regarda Stanton, puis Dana, puis ses propres mains. Et il dit, d'une voix qui manquait d'assurance mais pas de netteté, qu'il confirmerait par écrit
ce qu'il avait vu, la préparation, le sabotage, les coups portés sous couvert du faux secours. Il dit qu'il n'avait pas agi et que c'était une faute qu'il ne cherchait pas à minimiser. La salle absorba ces mots sans les commenter. Les verdicts furent alors prononcés par Stanton dans un ordre qui avait la sécheresse des conclusions administratives. Carver, relevé immédiat de ses fonctions d'instructeur, transmission du dossier à l'autorité disciplinaire supérieure pour faute grave caractérisée. Pruitt, procédure de séparation administrative engagée, suspension des droits d'accès aux zones d'entraînement avec effet immédiat. Brequet, retrait du cycle de formation en cours, commission d'officiers annulée, mais la déclaration spontanée notée au dossier, ce qui n'effaçait rien mais n'était pas rien non plus. Les chaises raclèrent le sol en métal dans un bruit qui résuma tout ce que la séance n'avait pas dit avec des mots. Les trois hommes se levèrent sans se regarder, dans le silence particulier de ceux qui viennent de comprendre que certaines portes ne se rouvrent pas. Dehors, la nouvelle avait déjà commencé à circuler, par ce même mécanisme invisible qui avait répandu l'annonce de l'évaluation quelques heures plus tôt, mais dans une tonalité différente, plus basse, plus grave. Dans la cour, deux instructeurs qui se seraient salués d'un geste familier évitèrent sur les regards. Dans le couloir des vestiaires, un groupe de stagiaires qui avaient entendu quelque chose se dispersa avec une tenue légèrement plus droite, les épaules moins affaissées, comme si l'air de Pendleton venait de changer imperceptiblement de densité, et que chacun, sans pouvoir le formuler, en prenait acte dans la façon d'occuper l'espace. Le soir descendait sur Pendleton par degrés, comme il le fait en hiver sur les bases côtières. D'abord une teinte cuivrée sur les collines, puis le gris qui monte de la baie, puis cette heure indécise où les projecteurs de sécurité s'allument sans que la nuit soit encore tout à fait là. La tour de filet se dressait dans cette lumière intermédiaire, réparée dans la journée par Okafor, lui-même qui avait remplacé la poutre et changé les fixations avec le soin silencieux d'un homme qui répare aussi autre chose que du métal. Dana se tenait, au pied de la structure, une main posée sur le barreau inférieur. Pas pour s'y appuyer. Elle se tenait droite, l'épaule gauche encore raide sous la veste, mais de ce geste qu'on fait parfois avec les endroits qui ont failli vous avoir, pour leur signifier qu'ils n'ont pas eu le dernier mot. Sa main était à plat sur le métal froid, et elle regardait la tour comme on regarde un interlocuteur qu'on a fini par comprendre. Les pas derrière elle étaient ceux d'un homme qui ne cherche pas à se faire discret parce qu'il sait qu'on l'a entendu de loin. Une démarche lente, régulière, un peu usée dans le genou droit. Calloway, 28 ans de service, aujourd'hui instructeur de soutien logistique, un homme qui avait appris depuis longtemps que la meilleure place pour observer était toujours légèrement en retrait de l'action. Il s'arrêta à 2 mètres, les mains dans les poches, et regarda la tour à son tour, sans rien dire pendant un moment. Puis il dit, de cette façon directe qui était sa marque, « Tu aurais pu pousser pour un conseil de guerre. » Dana ne se retourna pas tout de suite. Quand elle le fit, son expression était celle d'une femme qui a déjà considéré la question et en a pesé chaque aspect avant de formuler la réponse. Je n'avais pas besoin de leur punition. J'avais besoin que le système s'en souvienne. Calloway hocha la tête lentement, le hochement de quelqu'un qui comprend une distinction qui échappe à beaucoup. Il n'ajouta rien sur le sujet. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne sur cette base ne savait, c'est que la phrase qu'elle venait de prononcer n'était pas née ce soir, au pied de cette tour. Elle avait été forgée des années plus tôt, dans une circonstance autrement plus grave, dans une région dont le nom restait barré en rouge dans les dossiers classifiés du commandement central. L'opération n'avait pas de nom officiel, ce qui était en soi une information. Une extraction dans une zone hostile, à la frontière de 2 territoires, que personne ne revendiquait publiquement. Dana commandait l'équipe secondaire. 6 hommes, un couloir d'exfiltration, un timing serré. Les ordres venaient au tartame du colonel Harwick, 3 gallons au-dessus d'elle dans la chaîne. Un homme dont la carrière brillante reposait sur des décisions que d'autres avaient payées de leur sang. La fenêtre d'extraction avait été modifiée 2 heures avant l'opération. Modifiée, puis modifiée encore, des délais impossibles à tenir, un itinéraire secondaire qui n'avait jamais été reconnu sur le terrain. Dana avait signalé les incohérences par 2 fois, par écrit, avec horodatage. Elle n'avait reçu aucune réponse. 4 hommes de son équipe étaient morts dans le couloir d'exfiltration. 2 autres avaient été extraits, blessés, dont un grièvement. Dana était sortie seule en dernier, avec les corps de ceux qu'elle pouvait encore ramener. Harwick avait présenté l'incident comme une défaillance de terrain.
Le rapport officiel mentionnait des conditions imprévues, une résistance non anticipée, une marge d'erreur dans l'évaluation locale. Les noms de son équipe étant dans une annexe. Le sien apparaissait 2 fois, sans contexte, comme une variable parmi d'autres. Elle aurait pu appeler les journalistes, certains la cherchaient déjà, attirés par les trous dans la version officielle. Elle aurait pu témoigner devant la commission parlementaire qui instruisait, ce trimestre-là, les opérations non documentées. Elle aurait pu crier et sa voix aurait porté loin. Elle n'avait pas crié. Elle avait passé 4 mois à reconstituer, par des voies que le règlement autorisait, et d'autres qui frôlaient contre sa limite, une chronologie complète de la chaîne de décision. Elle avait retrouvé les signaux numériques des modifications d'ordre, les consultations effacées, les communications redirigées. Elle avait constitué un dossier de 240 pages qu'elle avait déposé, sans bruit, sur le bureau d'un auditeur interne dont elle savait qu'il ne devait rien à Harwick. 3 officiers supérieurs avaient été mis en retraite forcée dans les 18 mois suivants. Harwick avait perdu son commandement pour des raisons officiellement liées à des irrégularités budgétaires. Aucun journal n'en avait parlé. Aucune cérémonie n'avait commémoré ce que Dana avait fait. Et son dossier, à partir de ce jour, avait été classifié. Non parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait réussi d'une manière que le commandement préférait maintenir dans une obscurité confortable. Un succès inavouable et parfois plus dérangeant qu'un échec déclaré. Calloway, au pied de la tour, ne connaissait rien de tout cela. Il connaissait seulement ce qu'on devine des gens qui ont traversé des choses graves et ne les portent pas en trophée. Une façon d'occuper le silence, une économie dans les gestes, une certaine qualité d'attention au monde. Dana regarda une dernière fois la tour, puis la baie au-delà, et dit moins pour Calloway que pour elle-même, avec la tranquillité des convictions qui n'ont plus besoin d'être défendues. Le respect là ne s'obtient pas en le réclamant à grands cris. Il revient à ceux qui le portent. Le brouillard revenait de la baie, comme chaque soir, comme au premier matin. Les jours qui suivirent ressemblèrent aux précédents dans leur forme. Les mêmes exercices, les mêmes horaires, les mêmes parcours sous le même ciel de la baie, mais quelque chose avait changé dans la texture de l'air, dans la façon dont les corps occupaient l'espace autour d'elle. Ce n'était pas de la déférence ostentatoire, pas de ces marques de respect appuyées qui ne sont souvent que de la crainte déguisée. C'était plus discret et, de ce fait, plus réel. Une recrue qui rajustait son équipement sans qu'on le lui demande avant l'inspection. Un groupe qui se mettait en position 30 secondes plus tôt que le chronomètre ne l'exigeait. 2 instructeurs de second rang qui, en croisant Dana dans le couloir administratif, s'écartaient légèrement, non par obligation réglementaire, mais par ce mouvement naturel qu'on fait instinctivement vers ceux dont on a compris, sans qu'ils l'aient introduit, ce dont ils sont capables. Okafor, un matin, avait laissé sur son bureau un relevé d'inspection complet du parcours Est, à jour, sans qu'elle l'ait sollicité. Il n'avait pas joint de mots. Il n'en avait pas eu besoin. Le respect qu'on n'a pas réclamé a cette qualité particulière d'être silencieux et durable. Dana le recevait comme elle recevait tout, en le notant, sans en faire davantage. Breckett vint la trouver l'avant-veille de son départ, en fin d'après-midi, à l'heure creuse où le parcours est désert et où les bâtiments administratifs se vident progressivement. Il l'attendait près de l'entrée du secteur Est, les mains dans les poches, le visage de quelqu'un qui a répété ce qu'il voulait dire et sait que ça ne suffira pas. Elle s'arrêta devant lui sans le presser. Il s'excusa, pas avec les mots abondants et les circonvolutions de qui cherche à minimiser sa part, avec la brièveté sèche de qui a compris qu'une faute de cette nature ne se noie pas dans les explications. Il dit qu'il avait su, qu'il n'avait pas agi, et que vivre avec cette séquence précise serait sa façon de payer ce que les sanctions administratives ne couvraient même pas. Dana l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle ne dit pas que c'était oublié. Ce n'était pas oublié et ils le savaient tous les deux, et prétendre le contraire aurait été une politesse qui l'aurait diminué davantage qu'il ne l'était déjà. Elle dit simplement, en le regardant avec cette attention directe qui ne cherchait ni à blesser ni à épargner, « La prochaine fois que vous verrez quelqu'un tomber, vous saurez exactement ce que vous vaut votre silence. C'est une connaissance que peu de gens ont avant qu'il soit trop tard. » Breckett hocha la tête, une fois. Il repartit sans se retourner. Elle le regarda s'éloigner avec l'expression de quelqu'un qui a dit exactement ce qu'il y avait à dire, ni plus, ni moins, ni autrement. La lettre du commandement central arriva le lendemain matin dans une enveloppe à en-tête sobre que l'adjoint de Stanton lui remit sans commentaire. Elle la lut debout dans le couloir, la replia, la glissa dans sa poche intérieure.
Proposition de nomination pour diriger un programme de formation interarmée permanent, une structure nouvelle, des ressources allouées, une autorité élargie sur plusieurs bases. Le genre de poste qu'on construit pour quelqu'un après lui avoir rendu justice, comme si le système cherchait à solder sa dette par une promotion. Elle n'accepta pas immédiatement. Elle ne refusa pas non plus. Elle passa la journée avec cette lettre dans sa poche et elle pesa les deux faces de la même monnaie. Le système qui l'avait brisé à plusieurs reprises était le même qui lui offrait maintenant les outils pour y changer quelque chose. Rester dans cette contradiction, continuer à travailler depuis l'intérieur de ce qui vous a coûté, c'était peut-être la seule forme d'action qui produisait des résultats durables. Elle le savait depuis longtemps. Le savoir ne rendait pas le choix plus simple. Au crépuscule, elle marcha une dernière fois sur le terrain, le parcours complet, dans l'ordre, à pas lents. Calloway la rejoignit à mi-chemin avec la ponctualité tranquille d'un homme qui sait quand il est attendu même sans avoir été convié. Ils marchèrent un moment en silence, ce silence entre deux personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'espace pour se comprendre. Puis il demanda, sans détour, comme à son habitude, « Et maintenant ?» Dana regarda le parcours devant elle, la tour réparée dans la lumière du soir, la baie au-delà dans ses teintes de métal poli. « Maintenant, on recommence, ailleurs, autrement. » Calloway ne demanda pas de précision. Il savait que cette phrase n'était pas de l'évasion, mais une réponse complète à sa façon, la seule réponse honnête disponible pour les gens qui continuent. À l'aube du lendemain, Dana quitta Pendleton. Sac marin sur l'épaule gauche, mais la même épaule, presque guérie, dossier plastifié sous le bras droit, comme au premier jour. Elle traversa la zone de contrôle au moment où le brouillard de la baie était encore épais sur les collines, rendit son laissez-passer au planton de garde et gagna le véhicule banalisé qui l'attendait moteur éteint. Elle ne chercha pas les regards. Elle n'en eut pas besoin. Mais cette fois, dans les baraquements, personne ne dormait encore tout à fait. Et dans le silence de cette aube, quelque chose restait. Pas son nom prononcé à voix haute, pas une cérémonie, pas une plaque. Quelque chose de moins visible et de plus tenace. La mémoire de ce qu'une personne seule, méthodique et sans bruit, peut faire à un endroit qui croyait ne pas avoir besoin de changer. Personne ne rit. Et personne n'oublierait.